Pascal Jacquet, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de venir parler de votre métier et de votre entreprise aux auditeurs de chers clients. Vous êtes le directeur général et le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Top & Go. Et en particulier, vous êtes là aujourd'hui parce que votre entreprise a eu le premier prix dans la catégorie des opérateurs de téléphonie dans le label Open to Dialogue, c'est-à-dire les sites marchands qui répondent le mieux aux questions de leurs clients. Et vous avez dans cette catégorie des gens très connus, qui sont très structurés, très importants, voilà. C'était pas facile de gagner. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être juste nous dire qui est Top & Go, quel est son métier, en quoi c'est différent d'Orange et SFR, voilà, en quelques mots. D'accord. Bien, alors au départ, il faut savoir que Top & Go est une filiale, filiale à 100% du groupe Aleda, un groupe qui est spécialisé dans la vente de produits prépayés en France et notamment des recharges GSM. C'est un groupe qui réalise environ 150 millions d'euros à l'année et qui a donc un savoir-faire reconnu par les opérateurs, notamment en téléphonie, dans la gestion de la vente de produits prépayés, mais sous forme dématérialisée. En clair, Aleda vend depuis presque maintenant une vingtaine d'années, pour commencer des recharges physiques, puis depuis 2002-2003 des recharges dématérialisées, à un certain nombre de revendeurs en France, des bars tabac, des presses, des librairies, des papeteries, etc. Et en 2009, les opérateurs nous ont fortement sollicité pour essayer de proposer une boutique en ligne et un nouveau positionnement pour le groupe en B2C. Donc on a longuement réfléchi au projet parce que livrer des produits dématérialisés, quelque part c'est livrer de l'argent en temps réel. Et avec tout le savoir-faire que nous avions au niveau du groupe, à la fois marketing et technique, puisque nous gérons nous-mêmes les flux, on avait effectivement la possibilité de monter un site internet qui s'appelle donc Top & Go et qui a été validé par tous les plus grands opérateurs français. Et c'est combien de personnes? Alors le groupe aujourd'hui c'est une centaine de personnes. Ouais. Top & Go c'est directement et indirectement une quinzaine de personnes. Et donc création, si j'ai bien compris, en 2009. 2009. Même le projet est à l'étude depuis 2007-2008, création en 2009, pilote d'1 an et demi environ, parce que encore une fois c'est un métier nouveau, hein, livrer des produits physiques sur Internet, il y a 100 000 sites aujourd'hui en France. Livrer des produits dématérialisés, nous ne sommes pas si nombreux que cela. Il a fallu apprendre, beaucoup apprendre. Et on peut dire qu'on est en phase industrielle depuis maintenant 18 mois. C'est très intéressant. Comment vous êtes tombé dans la marmite Top & Go? Vous êtes arrivé, vous étiez déjà dans le groupe. Quel est votre parcours en quelques mots pour nos auditeurs? Alors, le parcours est celui d'un ancien cadre de la distribution qui, à un moment de sa vie, choisit de créer son entreprise, crée son premier magasin de téléphone en 91, puis un deuxième, puis un troisième, puis devient grossiste en 95, puis devant le succès pense à une structuration de son activité, s'associe avec un certain nombre de gens performants, crée Aleda en 2005. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Aleda étant un groupe essentiellement axé autour d'une activité B2B, pense à une activité B2C et à la demande aussi des opérateurs en 2008-2009. Voilà. D'où la création de Top & Go. Et donc c'est une belle aventure. Et donc la problématique, vous faites allusion à l'idée de la difficulté, la particularité de délivrer sur Internet des produits dématérialisés. Ouais, clairement. C'est quoi la différence par rapport à un aspirateur? Voilà, donc en fait, aujourd'hui, si vous voulez commander un aspirateur, non, mais c'est intéressant de parler, est intéressant, on peut en parler, bien sûr. Si je commande aujourd'hui un produit physique, un aspirateur sur Internet, en fait, le site, pure player ou pas d'ailleurs, a les moyens de regarder tout ce qui se passe dans l'environnement de la commande. Qui commande, quand, combien de quantité, est-ce que le client est fiable, par quel moyen il paye, qu'est-ce qu'il me demande comme moyen de livraison. Il y a une analyse qui est possible, même s'il y a des milliers de commandes de manière journalière. Or, sur les produits dématérialisés, le process se passe en quelques secondes.
Et le client est livré en quelques secondes, parfois même en millièmes de seconde. Donc ça nécessite en amont en termes de sécurité et en aval en termes de logistique et de relations clients, un positionnement qui était quelque part à créer, à part Apple et puis peut-être un certain nombre de sites qui vendent du contenu. Notre positionnement est quand même à la marge dans le monde Internet. C'est quoi la complexité? C'est de délivrer un produit, donc de l'argent Oui, disponible, à quelqu'un que vous ne connaissez pas, oui, mais ce quelqu'un, quand vous lui délivrez, théoriquement, il vous a payé. oui, forcément. Donc, si vous Forcément. a payé, ce qui peut arriver, c'est que le produit n'arrive pas à s'en servir. Alors, ça c'est une problématique. Bon, Ouais. on en parlera tout à l'heure, savoir comment on peut répondre aux questions des clients. Non, au préalable, il ne faudrait pas que notre site encourage un certain nombre de comportements délictueux. En clair, facilite l'utilisation de cartes bancaires volées, par exemple. Donc, le client qui commande aujourd'hui sur Topengo se heurte malgré tout à un certain nombre de règles pour éviter tout ça. Je ne vais pas trop m'étendre sur ces règles parce qu'on a mis 1 an et demi à les générer, à les définir, à les appréhender et à les générer. Mais notre site a une démarche extrêmement sécuritaire pour nous protéger d'abord des autorités, bien évidemment, d'être dans les règles, mais aussi protéger un maximum et surtout ne pas servir à des comportements éventuellement délictueux, frauduleux et délictueux. Alors, vous dites, on s'est lancé, c'était pas évident, vous expliquez comment c'est compliqué, et à la demande de partenaires, qui sont les grands opérateurs. Pourquoi ces grands opérateurs, qui sont intelligents, pourquoi ils ne l'ont pas fait tout seuls? Alors, quelque part, ils le font, mais pour leur propre marque, c'est-à-dire que SFR vend sur son site des recharges SFR, Orange vend sur son site des recharges Mobilcard, etc. Mais à un moment, alors on ne peut pas rentrer non plus dans les secrets des uns et des autres, les problématiques des uns et des autres, mais il semblerait que leur process ou leurs résultats ne soient peut-être pas à la hauteur de ce qui est possible d'espérer sur le net. Votre particularité, mais ça serait mieux si c'est vous qui le disiez, c'est que justement vous êtes multi-produits. Oui, nous sommes les seuls. Oui. Et étant les seuls multimarques, le consommateur a peut-être l'impression de faire une meilleure affaire. C'est le cas? Alors, il ne fait pas une affaire différente en termes de prix par rapport à l'opérateur, parce que quelque part, il n'y a pas énormément de possibilités sur des produits prépayés, on manipule de l'argent et on a des marges de banquier. Bon, par contre, les volumes sont importants, donc c'est là-dessus qu'est basé notre business model. Mais on a quand même une approche marketing. Encore une fois, ça fait 21 ans que nous sommes dans la téléphonie, donc on arrive à échanger parfois avec les opérateurs, on arrive parfois à leur amener des idées. Et on avait quelques idées en B2C qui n'étaient pas exploitées. Et on a un concept de vente qui fait qu'en 4 clics aujourd'hui, vous pouvez avoir un code. Je pense qu'en moyenne, chez les opérateurs, il faut une vingtaine de clics aujourd'hui pour accéder à cette recharge. Et ça, c'est un gros facteur. C'est un gros facteur de réussite parce que notre taux de conversion, je ne peux pas vous donner les chiffres, mais est largement supérieur, enfin il est à 2 chiffres. Donc c'est rare sur le marché. Tout à fait. Et dans celui-là encore plus. Oui. Ça donne envie d'en savoir plus. Donc je pense que vous êtes là pour une raison, c'est que je vous ai remis avec un vrai grand plaisir le prix Open to Dialogue de votre catégorie. Ce prix récompense les sites qui sont les plus réactifs dans le traitement des demandes des clients par téléphone ou par mail, par les mails de contact, contactez-nous, etc. Ça veut dire d'une part que votre numéro de téléphone est visible, que votre adresse internet de contact, le courrier, mail est visible, et que quand on s'en sert, il y a une réponse rapide. Et votre score est très bon. Alors, sur la globalité des sites que nous avons, des 500 sites que nous avons sondés, vous êtes à la 100e place. Donc vous êtes dans les premiers 20%, ce qui est une très belle place, parce que votre métier est complexe. Mais dans votre catégorie, vous êtes très en avance sur tous les compétiteurs. Donc c'est vrai, vous soulignez qu'il y a plus. Et on sait que nous, que ce n'est pas par hasard qu'on gagne ce prix, on sait que les entreprises qui gagnent sont réellement
organisé pour répondre aux clients. Et est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de votre organisation et du pourquoi? Parce que... Alors je peux commencer par le pourquoi si vous voulez, parce que en fait, je vous l'ai déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, notre positionnement dans le monde des sites et des pure players est à la marge en vendant pratiquement exclusivement des produits dématérialisés, donc il fallait qu'on soit extrêmement performant. On savait que les clients poseraient des questions, et on sait aussi qu'avec nos restrictions se posent encore plus d'éventuels problèmes par rapport à notre clientèle. Donc il fallait mettre en face quelque chose de solide pour pérenniser le modèle. Alors comment on a procédé? On a surtout réagi comme des commerçants. C'est-à-dire que je trouve dommage d'une manière générale que sous prétexte qu'on est une boutique virtuelle, on n'ait pas les comportements basiques et simples d'un bon commerçant de quartier. Alors quoi ça consiste? Parce qu'on est très d'accord. Le numéro de téléphone le numéro de téléphone sans taxe ou sans surtaxe, c'est une évidence. On ne va pas faire payer un client quand il revient dans le magasin parce qu'il a un problème, c'est aberrant. Ensuite, la disponibilité, qui est un minimum de créneaux horaires, ça me paraît évident aussi. Et puis la qualification des gens, on a énormément de chance, parce qu'encore une fois, étant présent depuis plus de 20 ans sur le marché, il était facile de prendre les meilleurs et ceux qui étaient motivés pour un tel métier, parce qu'il n'est pas toujours facile. Et dernière chose, on a la chance extraordinaire d'avoir accès au SAV des opérateurs qui parfois nous retournent des informations importantes et on fait même de l'intermédiation parfois entre le client et l'opérateur lorsqu'il y a un souci, alors que le souci n'est pas forcément lié à la prestation Topengo aussi. Ça fait un ensemble qui visiblement tient la route, mais par contre, ce que je viens d'apprendre, c'est que nous étions 100 sur 500, c'est pour moi, par rapport à ces principes-là, largement insuffisant. J'espère qu'on fera mieux dans les années qui viennent. Alors, ce qui est remarquable et ce que je retiens, c'est qu'on a pris les meilleurs et ceux qui étaient les plus motivés. Et c'est vrai que très souvent, pour ces métiers-là, on ne prend pas les meilleurs. Les meilleurs, on les met ailleurs. Et l'idée de dire les meilleurs, je les mets en accès client, c'est une démarche qui est sûrement une explication. Oui, mais c'était une obligation aussi par rapport aux opérateurs. Ouais. Parce que quelque part, les opérateurs qui nous permettent de faire de telles prestations, c'est-à-dire vendre des produits dématérialisés, quelque part parler en leur nom lorsque je livre un code, voulaient qu'on ait un produit impeccable, tant sur la logistique, qui est déjà éprouvé, parce qu'aujourd'hui on livre des centaines de magasins tous les jours et plusieurs fois par jour, mais de l'autre côté, je dirais en termes de vitrine et de relations clients, c'était une obligation. Et motivé. Motivé, c'est-à-dire on sait que c'est un métier qui est assez harassant, répondre au téléphone, répondre par mail, le ton en face n'est pas toujours aimable, les gens en difficulté le font savoir, donc il y a un stress qui est généré par ça, il y a une fatigue, il y a une répétitivité. Motivé, le sont-ils toujours? Et comment faites-vous? Alors, on a nos petits secrets, bien évidemment, mais en gros, nous sommes quand même encore une petite équipe. Hein, nous gérons environ 1000 commandes par jour, ce qui est encore raisonnable. Et il y a complémentarité dans l'équipe et il n'y a pas forcément une personne qui s'occupe toujours que de ça, pour répondre en partie à votre question. Donc, mais il y a d'autres... les gens sont polyvalents, oui, et se répartissent au travail. Oui. Donc ça, c'est la règle numéro 1. Ouais. Et donc, à part le label Open to Dialogue, est-ce que par ailleurs vous aviez organisé votre activité pour suivre ces résultats, pour suivre les taux de suivi, les délais dans lesquels vous répondiez? Ou est-ce que vous êtes bon parce que l'organisation est bonne mais que vous ne mesuriez pas particulièrement tout ça? Non, je n'ai pas mesuré particulièrement tout ça. Donc les conditions de la réussite sont là, donc ça donne la réussite. Oui, parce qu'on reste encore au stade presque artisanal. 1000 commandes par jour, pour un pure player, c'est un beau début. En un an et demi, c'est bien. Est-ce que vous pilotez vos équipes qui répondent en leur mettant des statistiques sous le nez, ou est-ce que vous leur dites simplement faites pour le mieux? Non, on a quand même quelques statistiques. Individuelles ou collectives? Collectives pour l'instant. D'accord. Mais par contre, on a les outils de l'analyse individuelle, mais que je n'exploite pas pour l'instant. Et est-ce que c'est pas ça la clé du succès aussi? Peut-être. La motivation? Peut-être.
Peut-être. Nous, En tout cas, c'est à réfléchir. Nous, on est assez convaincus que c'est ça, et que justement, l'approche collective est motivante et impliquante, alors que l'approche individuelle est en fait déresponsabilisante. Peut-être. Parce que justement, on met les gens sous contrôle. Ça mérite réflexion. Oui. Je trouve ça effectivement intéressant. Et alors, l'évolution de votre relation client, vous êtes un pure player, il n'y a pas vraiment de contact avec votre clientèle. Est-ce que vous avez une mesure d'une sorte de fidélité de vos consommateurs? C'est difficile. C'est difficile parce qu'on a un positionnement qui est basé sur un SEO très très performant. Donc on a quand même l'impression pour l'instant que notre positionnement est un positionnement opportuniste par rapport à une recherche spontanée. Donc on ne peut pas vraiment parler de fidélisation pour l'instant, on y pense. C'est le sujet de ces 2 ou 3 années qui viennent, enfin un des sujets importants, mais pour l'instant c'est pas vraiment l'objectif premier. Quel est l'objectif premier? C'est de monter notre notoriété et d'implanter d'autres produits que la téléphonie mobile. On travaille énormément sur la carte cadeau et sur la carte bancaire rechargeable. En clair, on veut devenir dans les 4-5 ans qui viennent le numéro 1 de la recharge dématérialisée, quel que soit le produit. C'est très intéressant parce que effectivement, on est sur Internet, l'idée de dématérialisation, elle semble, c'est une idée cousine. Oui. Et donc la génération Y risque d'être encore plus appétente par rapport à ce genre de concept. Votre population cible, c'est quelle tranche d'âge d'après vous? Alors on a été extrêmement surpris. Quand on a lancé Topengo il y a 3 ans, on visait clairement les 12-25 ans. Et ensuite, quand on a réfléchi avec les opérateurs et différents intervenants, lorsqu'on a analysé un peu notre trafic, on s'est rendu compte que notre clientèle était plutôt du 35-60. Donc il a fallu faire des revirements marketing. En fait, on s'aperçoit que ce sont souvent les parents ou les grands-parents qui achètent les recharges pour les enfants. Et les seniors? Les vrais seniors, 70 et plus, est-ce que c'est pas la cible aussi? Parce que pour l'instant, pas vraiment. Des chiffres que nous avons, mais là encore, on va développer des outils qui nous permettent d'aller plus loin et de dépasser ce stade artisanal. Plus loin, nous permettant de faire des analyses plus fines, mais des éléments que j'ai aujourd'hui, on peut pas dire qu'on ait une clientèle importante de seniors dont l'âge est supérieur à 70 ans, c'est pas vraiment le cas. Et donc le prolongement par des implantations physiques, c'est quelque chose auquel vous ne pensez pas du tout. Vous êtes un pur player, dématérialisé, etc. Il n'y a pas d'avenir en dehors de la dématérialisation. Je ne pense pas. La question se pose, oui. Mais pour l'instant, clairement, on ne ressent pas le besoin. Et le développement international? Le développement international est quelque chose à laquelle je pense énormément. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est le même besoin existe partout, et dans un produit comme le vôtre, il n'y a pas beaucoup de frais logistiques. Donc effectivement, on a l'impression que une fois que j'ai bien traduit et que j'ai démultiplié mon équipe, ça devrait pouvoir marcher. Quoi. Donc on réfléchit à ça. C'est pas la priorité dans les 12 mois qui viennent, mais on a un outil qui doit nous permettre de faire des choses à l'international. Et la clé de votre succès, quand vous dites finalement on est presque un peu déçu d'être à la 100e place, comment vous pourriez améliorer ça? Vous avez des idées sur la question? Motiver les équipes, essentiellement motiver les équipes. Déjà c'est un premier pas, mais je pense qu'on peut faire un petit peu plus. Puis clairement il y a des seuils, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à 1000 commandes jour, demain à partir de 3000, 4000 commandes il faudra amplifier les horaires. Et puis peut-être penser à d'autres outils aussi dans les années qui viennent, mais déjà commencer par une amplitude horaire différente, plus importante, pour répondre encore mieux à nos clients, notamment le soir tard, puisqu'on a énormément de commandes entre 20h et 24h, et les jours fériés et les week-ends. Et souvent les pure players ont une réaction en disant on essaie de faire le moins possible de téléphone parce que ça coûte cher. Visiblement, c'est pas. Moi j'ai un avis contraire. Il est clair, net et précis. Pour l'instant, et dans la mesure de mon volume, peut-être que dans 5 ans, je serai plus pondéré. Mais je dis souvent à mes équipes que je regrette qu'il y ait aussi peu d'appels. Parce que chaque problème m'apporte des solutions ou m'apporte des renseignements capitaux sur mon positionnement, sur la façon dont on ressent Topengo, sur le marché, chose qu'on a en boutique physique.
et qu'on appréhende, enfin que j'appréhende en tout cas difficilement sur le net. Donc chaque appel n'est pas un pur bonheur, mais est très souvent source d'informations capitales. C'est-à-dire capter les signaux faibles, oui, et savoir comment il faut s'adapter et anticiper sur l'évolution du marché. Absolument. Et un client qui a un problème, à qui on montre pas simplement de l'empathie, mais une technicité qui permet de résoudre au mieux son problème, vous parle. Il va vous dire ce qui va pas, ce qu'il ressent, comment il le ressent. Si j'ai ces renseignements en direct, si j'ai des équipes qui savent synthétiser cet ensemble, cette mine d'informations, je peux réagir. Si j'ai pas d'appel, c'est plus difficile. Tout à fait. Et dans la manière dont vous traitez l'appel téléphonique, est-ce que vous avez des équipes qui font au mieux en sentant comment il faut faire, c'est leur professionnalisme, ou est-ce que vous les avez au contraire guidés dans des scripts extrêmement précis? Non, il y a une dizaine d'idées de base quand même, hein, qui font référence aux opérateurs, à l'image des opérateurs, hein, qu'on ne doit pas déformer, à la culture d'entreprise. Mais une fois qu'on a dit ça, on laisse quand même à l'équipe un certain nombre de libertés. Je ne pense pas que vous en ayez peut-être conscience, mais ce que vous exprimez là, je pense que c'est réellement l'avenir de ce que va devenir obligatoirement, contrainte et forcée, la relation client dans toutes les entreprises. Parce que la plupart des problématiques de relation client ont été traitées de la manière exactement inverse. En normant, en industrialisant, en mesurant les temps de dialogue, en laissant assez peu d'initiatives, et justement, on sent que la clé de votre système, c'est que vous faites confiance à votre équipe, et que votre équipe vous fait confiance. Et que probablement c'est la clé du succès dans cette affaire. Je partage ce que vous dites, j'ai simplement une petite réserve, encore une fois, quelle réponse je vous ferai lorsqu'on sera à 10 000 ou 20 000 commandes jour? C'est tout l'enjeu. J'espère que les réponses ne seront pas strictement inverses. Ouais. Mais il est possible qu'il y ait un certain nombre de pondérations. En tout cas, jusqu'à 5-6 000 commandes, je ne pense pas varier d'un pouce l'essence de la manière dont on répond aux clients. Écoutez, vous auriez un conseil à donner aux autres sites vous dites on a des convictions, on observe des choses qui nous étonnent, on privilégie le téléphone alors que la plupart des autres pensent que ça coûte trop cher et qu'il faut au contraire dissuader les consommateurs, leurs consommateurs d'appeler. Quel est le premier conseil que vous donneriez? Non, j'ai aucun conseil à donner aux gens qui se lanceraient ou à mes collègues. Non, j'ai pas de conseil parce que chaque cas est spécifique et je crois peut-être un, et encore c'est pas un conseil, c'est n'oublions pas que nous avons des clients en face de nous et ne nous cachons pas derrière Internet pour créer des comportements et des non-réponses à ces clients qui restent des clients. Mais c'est plus une valeur qu'un conseil, bien sûr. Et donc réussir, c'est probablement aussi une question de respecter ses propres valeurs. Certainement. Oui. Certainement. Merci de ce beau message. Je vous en prie.